Nous poursuivons donc l'étude de la Révolution française. Après avoir vu les causes de cette révolution en répondant à la question pourquoi, nous allons essayer de répondre à la question comment. En répondant à cette question, nous verrons le déroulement de la révolution, ce qui constitue notre deuxième partie. La problématique qui nous intéressera ici sera la suivante. De quelle façon et par quelles étapes ces changements se font-ils à la fin du XVIIIe siècle? Pour bien comprendre l'enchaînement des événements, il faut donc bien faire attention à cette frise chronologique où vont être situées les dates, mais aussi les différents régimes politiques qui se succèdent. Commençons donc par notre grand 1, une monarchie en révolution. Si l'on se replace à la fin du dernier cours, on se rappelle qu'en 1789, la France est encore une monarchie absolue. Pour résoudre la grave crise qui ronge le pays, le roi Louis XVI a convoqué les États généraux qui se réunissent donc au printemps 1789 à Versailles. Mais dès le début, les députés du tiers-État critiquent le fait que chacun des trois ordres dispose d'une voix, alors que le clergé et la noblesse représentent une population beaucoup moins nombreuse. Comme cette situation ne change pas, le 17 juin 1789, les députés du tiers-État et quelques députés du clergé et de la noblesse se réunissent à part dans une salle où on joue abnormalement au jeu de paume. Ils se proclament alors Assemblée nationale et font le serment de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas donné une constitution au royaume. C'est le serment du jeu de paume. À partir de là, la France devient, de fait, une monarchie parlementaire. Le roi, Louis XVI, est obligé de tolérer cela. Mais il agit quand même pour reprendre les choses en main, notamment en renvoyant un ministre très populaire et proche des députés. À Paris, le renvoi de ce ministre jugé proche du peuple inquiète la population. Le 14 juillet 1789, des émeutes se déclenchent, notamment autour de la prison de la Bastille, qui renferme peu de prisonniers mais beaucoup de poudre pour les armes. La garnison est vite massacrée. C'est la prise de la Bastille. Dans le reste du pays, de nombreuses révoltes éclatent, des nobles sont tués et des châteaux brûlés. C'est la grande peur. Cette situation inquiète le roi mais aussi la nouvelle assemblée, qui est surtout composée de bourgeois. Pour calmer le peuple, le 4 août 1789, elle vote l'abolition des privilèges qui favorisaient jusqu'ici le clergé et la noblesse. Le 26 août 1789, elle rédige et valide un document très important censé protéger les droits naturels des Français, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La situation se calme, mais le peuple est toujours dans une situation difficile et craint que le roi ne s'oppose aux nouvelles mesures. Le 5 octobre 1789, une foule de Parisiennes marche sur Versailles et force finalement le roi à revenir s'installer à Paris. C'est ce qu'on appelle les Journées d'octobre. On entre alors dans une période plus calme où la vie politique est très animée avec de nombreux clubs politiques d'hommes et de femmes. Mais les choses vont évoluer, ce que nous allons voir dans notre grand 2, de la monarchie à la République. Malgré ces premiers changements, personne ne remet en cause la monarchie et le roi est toujours assez apprécié. Ainsi, le 14 juillet 1790, un grand rassemblement des gardes nationales, des milices populaires venues de tout le pays, a lieu. Le roi y assiste et c'est un symbole de l'union du pays. On appelle cet événement la fête de la Fédération. Mais, 2 jours plus tôt, l'Assemblée a pris une nouvelle mesure concernant un des trois ordres, le clergé. Il s'agit de nationaliser les biens de l'Église et de faire des membres du clergé des fonctionnaires. C'est la constitution civile du clergé. Très rapidement, cette mesure est critiquée par le pape et par une partie de l'Église. Cette mesure inquiète aussi Louis XVI, qui sent que la Révolution risque de prendre un tournant qui lui sera défavorable. Il utilise donc son pouvoir pour bloquer le travail de l'Assemblée. Les tensions s'accroissent et, le 21 juin 1791, le roi tente de s'enfuir incognito à l'étranger avec sa famille. Mais il est reconnu sur la route et ramené de force à Paris. C'est ce qu'on appelle la fuite de Varennes. Cela n'empêche pas l'Assemblée de voter, le 21 juin 1791, la première constitution française. Elle met en place un suffrage censitaire, puisque seuls 4,3 millions d'hommes peuvent voter pour élire de grands électeurs. Ces derniers élisent une assemblée législative qui représente la nation et vote les lois. Le roi, lui, gouverne et peut bloquer les lois de l'Assemblée grâce à un droit de veto, mais qui ne durera qu'1 an. La France entre donc dans une monarchie constitutionnelle.
Mais en Europe, les changements que connaît la France dérangent les autres monarchies, qui ne veulent pas voir la même chose arriver chez elles. Les tensions s'accumulent et, au printemps 1792, la France entre en guerre contre l'Autriche et la Prusse. Cette guerre attise les tensions en France. À Paris, le peuple se méfie de plus en plus du roi. Finalement, le 10 août 1792, la foule envahit les Tuileries, où réside Louis XVI, et le jette, lui et sa famille, en prison. C'est la fin de la monarchie. Le 20 septembre 1792 est une date très importante. D'abord, les troupes françaises, constituées de simples citoyens, remportent une grande victoire contre les Prussiens et les Autrichiens, ce qui ravive la ferveur nationale. C'est d'ailleurs en allant se battre qu'un soldat compose la Marseillaise. Cet événement s'appelle la bataille de Valmy. À Paris, l'Assemblée décrète officiellement l'abolition de la royauté et donc la mise en place de la République. Une nouvelle constitution est adoptée. Elle met en place le suffrage universel masculin et une assemblée très puissante. La France entre donc dans la Première République et plus particulièrement dans un système appelé la Convention. Mais la Constitution est immédiatement suspendue, le temps que les menaces qui pèsent sur la France disparaissent. Cela va entraîner une radicalisation de la Révolution, titre de notre grand roi. À Paris, l'Assemblée vote pour décider du sort de Louis XVI. L'exécution est décidée à une voix près et le roi est guillotiné le 21 janvier 1793. Pendant les débats qui ont eu lieu, un groupe de députés très radicaux s'est imposé. On les appelle les Montagnards et leur chef est Maximilien de Robespierre. Peu à peu, ce groupe s'impose à l'Assemblée en éliminant, parfois par la force, les adversaires plus modérés. Cette Assemblée doit faire face à de nombreux défis en France. D'abord, les armées de nombreux pays étrangers cherchent à envahir le territoire. En Vendée, un soulèvement armé, favorable à la monarchie et à l'Église catholique, s'oppose à l'Assemblée. Dans de nombreuses autres régions, des partisans des députés modérés qui ont été éliminés se soulèvent aussi. Les troupes du pouvoir doivent donc se battre sur tous ces fronts. Pour s'assurer la victoire, Robespierre, qui s'impose de plus en plus au pouvoir, mène une politique de surveillance et de répression très dure. Des tribunaux révolutionnaires, arbitraires et expéditifs sont mis en place. Il prononce beaucoup de peines de mort, la plupart exécutées à coups de guillotine. Cette politique vise à créer un climat de terreur pour, selon Robespierre, protéger la Révolution. On appelle donc cette période, qui dure du printemps 1793 à l'été 1794, la Terreur. On assiste en tout à plus de 500 000 arrestations et 40 000 exécutions. Robespierre frappe tout le monde. Les révolutionnaires trop modérés qui selon lui menacent la révolution, mais aussi les révolutionnaires les plus radicaux qui risquent toujours selon lui d'aller trop loin. Mais lui-même va trop loin aux yeux des autres députés. Finalement, le 26 juillet 1794, il est arrêté et exécuté. C'est la fin de la terreur. Les hommes politiques qui s'imposent ensuite vont tenter d'arriver à une stabilisation de la Révolution, titre de notre grand IV. Dans cette volonté d'arriver à un régime plus contrôlé, la France entre dans la seconde période de la Première République, le Directoire. Le 26 octobre 1795, une nouvelle constitution est mise en place. Elle remet en place un suffrage censitaire. Le pouvoir législatif est composé de deux assemblées, ce qui divise le pouvoir. De la même façon, l'exécutif est partagé entre 5 directeurs, là encore pour éviter qu'un homme seul s'impose, comme l'avait fait Robespierre. Ce régime très modéré est favorable à la bourgeoisie. Il est aussi considéré comme corrompu et inefficace. Il affronte donc plusieurs tentatives de coup d'État réalisées par les partisans des anciens montagnards ou par ceux qui veulent un retour à la monarchie. Pendant ce temps-là, la France est toujours en guerre. Cela donne une importance de plus en plus grande à des généraux, et parmi eux, Napoléon Bonaparte. Celui-ci s'illustre au cours de plusieurs campagnes victorieuses, notamment celle en Égypte. Le 9 novembre 1799, profitant de l'impopularité du Directoire et de sa propre popularité, Bonaparte réalise un coup d'État qui le mène au pouvoir. Il met alors en place un nouveau régime, le consulat. Dans la nouvelle constitution, il dispose d'un pouvoir énorme. Le peuple n'élit plus aucun des 3 pouvoirs.
Le premier consul, c'est-à-dire lui-même, dispose de l'ensemble du pouvoir exécutif, mais il nomme et contrôle aussi le pouvoir législatif et même les maires. Ce régime n'est donc pas démocratique. Cela va à l'encontre de beaucoup de principes de la Révolution. Pour autant, Bonaparte poursuit certains changements, et le consulat fait donc partie de la Révolution, jusqu'à ce que Napoléon se fasse couronner empereur en 1804. Voici donc le déroulement de la Révolution, qui n'est donc pas du tout un événement unique, mais bien une période très complexe.